monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Ça se débat, saison 1, épisode 27. Yuri Gagarin avait 27 ans lorsqu'il est devenu le premier homme à voyager dans l'espace. Au sommaire de Ça se débat ce soir, Benyamin Netanyahou a appelé les gouvernements occidentaux à une lutte résolue contre l'antisémitisme. Mais est-ce le rôle du Premier ministre israélien? Débat dans quelques minutes. De son côté, Donald Trump avertit Israël et le lobby juif ont perdu de l'influence à Washington. Interview du tac au tac avec Nicolas Conquer, porte-parole du Parti républicain en France. Nous enchaînerons ensuite avec le tour de l'info. 4 informations polémiques qui, j'en suis sûr, feront réagir nos débatteurs. Nous reparlerons enfin de Donald Trump. Le président américain impose des restrictions d'entrée à 7 nouveaux pays et aux Palestiniens. Mais pourquoi donc aux Palestiniens? Débat en fin d'émission. Ça se débat ne serait pas Ça se débat sans la carte blanche de Julien Assal. Que nous réserve-t-il ce soir? Réponse dans moins d'une heure. Vous êtes bien installés sur votre canapé? Eh ben allez, vous en avez l'habitude, c'est parti. Ça se débat, saison 1, épisode 27, en compagnie de nos habitués du mercredi soir. Bonsoir Amir Badran. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça peut aller mieux. Hein. La situation ici à Jaffa, elle est terrible. Hein, alors, Chani Guédalia, elle consacre son émission Défense ce soir à 21h30 aux tensions sécuritaires dans Yafo. Donc j'invite nos téléspectateurs à rester sur i24 News pour regarder cette émission qui sera exceptionnelle. Yafo, c'est votre ville, c'est notre ville, c'est la ville d'i24 News. Que se passe-t-il à Yafo? Alors, Jaffa, c'est une ville mixte où vit 23 000 Arabes palestiniens ayant la nationalité israélienne. En général, on vit d'une manière, disons, paritaire, d'une manière coexistence entre Arabes et Juifs. Et puis là, il y a des colons qui viennent en fait des territoires occupés palestiniens qui sont venus ici à Jaffa pour mettre le feu. Ils ont attaqué une femme enceinte à son 9e mois avec ses 2 enfants. Une attaque terrible, violente, et ça a mis le feu dans tout Jaffa. C'est ça ce qui est important à savoir, c'est qu'on est là pour demander qu'il y ait une défense et que les choses arrivent à être dans un vie commune. En face de vous, Alexandre Bensoussan. Bonsoir Alexandre, comment allez-vous? Bonsoir Raphaël, très bien et vous? Très bien. Je condamne tout à fait les attaques de Jaffa aussi. Bon, c'est toujours très surprenant quand c'est dans l'autre sens et pas justement dans le sens dans lequel on a toujours l'habitude, mais je les condamne bien évidemment. Évidemment. Une petite phrase du jour à laquelle je voulais vous faire réagir. Elle est signée Louis Sarkozy. Française, Français, faites l'amour. Louis Sarkozy qui dit ça à la télévision. Les femmes, il regrette que les femmes aient des enfants trop tard. Il s'inquiète pour la démographie en France. Il dit que les Français sont voués à disparaître. Alors, est-ce que vous lancez le même appel aux Français ce soir? Écoutez, Françaises, faites l'amour. Écoutez, je pense que déjà Louis Sarkozy est dans une démarche politique où il essaie vraiment de chercher la démagogie, il essaie de chercher à faire le buzz, étant donné qu'il concourt pour la mairie donc, de Menton. De la mairie de Menton. Mais je pense que dans le fond, au-delà justement de cette espèce d'effet de foule qu'il va chercher à travers cette phrase, on peut y voir quand même une certaine justesse lorsqu'on se penche un petit peu sur les chiffres et les statistiques de démographie en Europe, étant donné que sans tomber en fait dans forcément des depuis théories. 1945, c'est les plus bas. Voilà, sans tomber dans des théories de grand remplacement ou quoi que ce soit, si on regarde en fait juste la démographie française, on voit que c'est en perdition et que par conséquent, c'est vrai que avoir un baby boom, en l'appelant comme ça de manière un petit peu plus démocratique, serait quand même le bienvenu pour pouvoir pour la survie de la France. Direction Paris. Bonsoir Rachel Bourlier, comment allez-vous? Bonsoir. Écoutez, pour tout vous dire, entre l'actualité, entre Sydney, Paris, Tel Aviv, New York, Londres, cet antisémitisme exacerbé, je suis entre larmes et colère, mais tellement heureuse de vous retrouver comme chaque semaine. Donc, pas tellement envie de parler de foot, mais de cette petite jeune fille de 14 ans comment à 14 ans on protège 2 petites filles. On en parlait en début d'émission, à 14 ans,
Moi, je crois que je joue encore à la Barbie. Donc, vous voyez, je suis plutôt en colère. Très courageuse, la petite Raya qui a protégé avec son corps 2 enfants qui, malheureusement, ont perdu leur maman dans l'attaque à Sydney. À côté de vous, Elliot Maman. Bonsoir, Elliot. Comment allez-vous ? Bonsoir. Je ne puis que me joindre aux mots de Rachel. Mais je vais vous faire réagir, Elliot, si vous voulez bien, parce qu'on parle de ce qui s'est passé à Sydney, à ce message publié sur X par Nathalie Arthaud, la porte-parole de Lutte ouvrière. J'imagine que vous l'avez vu passer. Alors, chers téléspectateurs, accrochez-vous, ça peut secouer un peu. L'horrible attentat antisémite de Sydney montre qu'aucun endroit n'échappe à la barbarie. Les assassins de Sydney ont le même mépris de la vie des peuples que les Trump, Netanyahou ou Macron. Le monde impérialiste est sans évasion possible. Le renverser est la seule issue. Elliot ? Oui, il y a 2 choses. On voit d'abord les dangers d'une pensée systémique qui veut nécessairement ne voir qu'un seul adversaire. Et donc, en l'occurrence, s'agissant de Nathalie Arthaud, l'intégralité des maux que pourrait rencontrer l'humanité serait due au capitalisme, sans parfois chercher à élargir un tout petit peu une analyse qui, de fait, se heurte à une réalité légèrement plus complexe que la simplicité extrêmement binaire que celle qu'elle aimerait voir. Et par ailleurs, et c'est peut-être le plus grave parce qu'à la limite, avoir des espèces de délires idéologiques extrêmement rigides, c'est encore autorisé, mais simplement on voit aussi qu'il y a une volonté, et c'est quelque chose de très constant que l'on voit, de nier le caractère spécifique antisémite d'un certain nombre d'attaques, et c'est le cas en l'occurrence, puisque mettre un lien très direct entre des figures qui n'ont strictement rien à voir avec l'antisémitisme, dont d'ailleurs certaines se disent plutôt défenseurs des Juifs, et une attaque qui, elle, était purement motivée par l'antisémitisme, c'est précisément retirer aux Juifs la souffrance spécifique qui est la leur. Pardon, juste une petite parenthèse, ce qui est grave, c'est qu'elle est, je crois, enseignante. Elle est enseignante, donc oui, elle va transmettre son idéologie complètement dingue à des jeunes, je crois, de 14-15 ans. C'est complètement absurde. J'aimerais bien que l'éducation nationale se penche sur le cas de Madame Arthaud. Très bien. Découvrons à présent... Et le gouvernement israélien aussi devrait se pencher sur le cas de Ben Gvir et de Smotrich. Ça aussi, mais elle est vraiment très inquiétant. C'est encore plus inquiétant parce que c'est pas une classe qui tienne. C'est carrément tout Allez, un peuple. Faut qu'on avance. Découvrons quels débatteurs ont gagné les face-à-face de l'émission d'hier. À la question « Les Occidentaux n'aiment-ils les Juifs que lorsqu'ils sont des victimes ?» Vous êtes d'accord à 80% avec Nili Kupfer-Naouri. Et à la question « Avez-vous honte des alliés d'extrême droite de l'État d'Israël ?» Vous êtes d'accord à 76% avec Barbara Lefebvre. Les présentations sont faites. Passons tout de suite au premier débat de cette émission. 3 jours après l'attentat antisémite de Sydney, le Premier ministre israélien a appelé les gouvernements occidentaux à protéger les communautés juives contre l'antisémitisme en pleine expansion. Cet appel, que nous nommerons l'appel du 16 décembre 2025, a inspiré cette question à l'équipe de SAS Débat. Et nous avons posé cette question à nos débatteurs. Est-ce le rôle de Benyamin Netanyahou d'exhorter l'Occident à protéger les Juifs ? SAS Débat, saison 1, épisode 27, Face à Face 1, qui oppose Rachel à Elliot. C'est parti. Rachel, vous commencez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Elliot, vous connaissez le principe, vous enchaînez juste après. Alors, si tout le monde est prêt, Rachel, c'est à vous. L'attaque antisémite montre que la menace existentielle est bien réelle. Donc, bien évidemment, je trouve que cette requête et ce qu'a fait Benjamin Netanyahou est fortement nécessaire, puisque, en effet, il est impératif de protéger ses citoyens. Et c'est son rôle, puisque, en effet, tous les chefs d'État doivent protéger leur minorité et leur diaspora. Que fait Emmanuel Macron ? Eh bien, il protège les Français de l'étranger. Que fait Donald Trump ? Il protège les Américains à l'étranger. Pourquoi Benjamin Netanyahou ne devrait-il pas faire la même chose ? Qu'a-t-il fait ? Je dois le rappeler. Il a envoyé une lettre de manière diplomatique à son homologue australien. Il n'a pas répondu. Il l'a fait donc de manière orale. Et là, on s'interroge, on lui reproche, on dit qu'il y a de l'ingérence. Cela est totalement absurde. Il devrait faire, que devrait-il faire ? Il devrait regarder les Juifs mourir ? Non, il tient son rôle de chef d'État. Il protège les Juifs dans le monde. Elliot, c'est à vous. Oui, simplement, je suis pas...
Je suis pas nécessairement en désaccord avec l'intégralité de ce qui a été dit par Rachel, mais simplement je dirais qu'il y a deux choses. D'abord, c'est évident que l'Australie s'est radicalisée d'un point de vue idéologique ces dernières années, que la gauche australienne notamment a toléré une augmentation d'une espèce de mépris d'un certain nombre de populations juives sous couvert d'activisme pro-palestinien. On a vu d'ailleurs en Australie parmi les manifestations pro-palestiniennes les plus violentes qui soient et qui d'ailleurs n'étaient plus du tout pro-palestiniennes mais pro-Hamas. Et ça évidemment c'est absolument légitime de le dénoncer. La dimension qui me dérange un tout petit peu plus dans ce qui a été le discours de Benjamin Netanyahou ces derniers jours, c'est que on a retrouvé la tentation qui est quand même assez régulièrement la sienne de s'improviser comme espèce de roi des Juifs. Et je ne pense pas que le rôle du Premier ministre israélien soit de s'exprimer au nom de la population juive mondiale tout entière. Évidemment, il est là pour protéger ses citoyens, mais le Premier ministre israélien n'est pas un ponte. Il n'y a pas de pontificat en Israël tel qu'il peut y en avoir ailleurs. Et je crois que parfois, il y a une ambition qui dépasse légèrement son véritable rôle du côté de Netanyahou. Merci beaucoup, Elliot. Alexandre Bensoussan, vous connaissez la première question. Comme nos téléspectateurs qui sont invités à voter tout de suite sur le compte Instagram d'i24 News, vous êtes d'accord avec Rachel ou avec Elliot ? Écoutez, moi, j'aurais tendance à partager l'opinion de Rachel. Je pense qu'on ne peut pas faire fi et ne pas évoquer une particularité, un aspect de l'État d'Israël qui est quand même très propre à cet État. C'est le fait que ce soit le pays des Juifs. Donc, bien évidemment, le pays où on y cohabite avec d'autres religions. Mais tous les Juifs ne sont pas israéliens. Et on y cohabite en paix. Oui, mais justement, en fait, c'est la spécificité de ce pays. C'est qu'en réalité, la caractéristique qui définit Israël, c'est que c'est censé être un havre de paix et un refuge pour tous les Juifs du monde. Et ça se retranscrit même dans les lois qui sont à la base des lois qui permettent à tout Juif du monde de pouvoir venir y habiter. C'est-à-dire les lois du retour. La caractéristique dont les gens doivent faire preuve, c'est tout d'abord le fait de pouvoir être juif selon les anciennes lois des nazis de Nuremberg. Donc par conséquent, de par le fait que c'est cette caractéristique en fait qui nous y lie, le Premier ministre israélien et le gouvernement israélien a un devoir de sécurité et a quand même un devoir en fait de transmetteur, de messager par rapport aux Juifs du monde. Maintenant, l'autre question qui se pose, c'est est-ce que l'intervention de Benjamin Netanyahou est vraiment utile ou est-ce qu'elle porte plus préjudice qu'autre chose ? Ça, je vous avoue que dans l'état actuel des choses, après 2 ans de guerre, c'est une autre question. Et en tout cas, je pense qu'il remplit son rôle en envoyant ce message. Vous avez entendu Elliot, il a utilisé l'expression « roi des Juifs » et il n'est pas le seul à l'avoir employé. La journaliste Elisabeth Lévy s'est récemment agacée sur le plateau de CNews, nos confrères. Elle a dit qu'elle n'aimait pas que Benjamin Netanyahou se pose en roi des Juifs. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? Je crois que c'est important de comprendre qu'il y a beaucoup de Juifs, beaucoup, que ce soit en Israël ou en dehors, qui ne sont pas du tout d'accord avec Benjamin Netanyahou, qui sont loin de partager son point de vue, ni sa politique. Et oui, je suis tout à fait d'accord qu'il n'a pas à s'exprimer au nom de tous les Juifs du monde. Il faut comprendre que la situation est très grave maintenant. Et je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait demander aux Juifs de la diaspora de venir ici en Israël alors que l'expérience et la réalité depuis le 7 octobre et bien avant, mais depuis le 7 octobre 2023 jusqu'à aujourd'hui, Israël est l'endroit le plus dangereux au monde pour les Juifs comme pour les Arabes. Donc, à la rigueur, moi, ce que je vois parmi mes amis, parmi les gens que je connais, que ce soit ici à Jaffa, que ce soit des Juifs ou même ailleurs, ici en Israël, les gens prennent leur clic et leur claque et ils partent d'ici. Ils partent d'ici parce qu'ils ont peur de ce qui est en train de se passer dans cet État. Qui quittent les pays où ils habitent parce qu'ils ont peur de l'antisémitisme en France, aux États-Unis. Écoutez, ça a été le cas déjà avec Jacques Chirac. Et il y avait encore Ariel Sharon qui a dit exactement la même chose à peu près en disant voilà, c'est tous les Juifs. Netanyahou n'a pas fait ça. Non, mais c'était terrible. Parce que dire que les Juifs français sont en danger en France, c'est vraiment du n'importe quoi. Redéplacer le débat sur Benjamin Netanyahou sur ce plateau est un faux débat. En réalité, ce dont il faut parler ce soir, c'est impérativement de la situation dans le monde. Et en réalité, essayer de créer des faux arguments qui sont extrêmement fallacieux pour venir en fait
se faire retransparaître pour vomir notre haine de Benyamin Netanyahou par tous les moyens possibles et inimaginables, à travers tous les débats possibles. Ce n'est pas vrai. Parlons plutôt de ce qui s'est passé et des raisons qui ont fait que Benyamin Netanyahou... Moi, j'ai parlé de l'expérience de la réalité. Rachel, c'est ça. Rachel, qu'il faut parler. Rachel, les Occidentaux, pour vous, ils ont besoin parfois de piqûres de rappel venues d'Israël pour se souvenir qu'ils doivent protéger les Juifs. Ils ne sont pas capables de se dire qu'il faut qu'ils protègent toute leur population. Mais évidemment, je vous rappelle quand même que les Juifs sont une minorité. 0,2% dans le monde. Donc, si Benjamin Netanyahou ne leur rappelle pas, et ça leur fait du bien, et quand c'est Donald Trump qui leur rappelle, là ça passe. Si c'était par exemple les Suisses qui demanderaient qu'on protège leur population, là il n'y aurait aucun problème. Mais quand c'est Benjamin Netanyahou, tout de suite, il y a à redire. Parce que quoi qu'il arrive, forcément, il y a à redire quand ça vient d'Israël. Mais on doit protéger les minorités. Pourquoi ne pas protéger ces Juifs? Rachel, j'ai tout à l'heure donné l'exemple d'Ariel Sharon. C'est pas Benyamin Netanyahou, mais ça repose sur la même logique. Merci. Elliot, dans ce cas-là, il est quand même difficile aujourd'hui, avec un tel appel de Benyamin Netanyahou, de dissocier Israël et les Juifs de la diaspora. Mais ça dépend comment on prend la question, parce qu'en réalité, Benyamin Netanyahou n'a pas du tout été élu pour avoir une parole officielle de ce que serait une lecture de la Torah, de ce que serait l'héritage hébraïque, etc. Il est à l'heure actuelle le président très temporel, pour reprendre une autre division, des affaires, le premier ministre très temporel des affaires politiques d'Israël. Donc je ne suis pas sûr que en outre ça parole soit véritablement celle de l'intégralité d'une communauté religieuse. Mais à la limite, en fait, la question n'est pas tant là. La question est plus pourquoi est-ce qu'à l'origine, il y a eu en effet ce qui est interprété comme étant un abandon de la sécurité des populations juives qui sont présentes en diaspora ou du moins à l'extérieur d'Israël partout dans le monde. Et là, on voit bien d'ailleurs que le fait que Benyamin Netanyahou rappelle cette réalité-là n'apprend, je pense, rien aux dirigeants qui ont estimé, soit parce que c'était leur conviction idéologique, soit parce qu'ils ont fait un calcul électoraliste que c'était dans leur intérêt qu'ils devaient abandonner la sécurité des personnes de confession juive. Et en fait, le malaise est plutôt là. C'est qu'on voit en effet qu'il y a un certain nombre de pays qui aujourd'hui ont pris la décision de ne plus mettre la sécurité de leur population juive sur le devant de leur agenda, que ce soit leur agenda médiatique ou policier. Et ensuite, que Benyamin Netanyahou vienne le rappeler, bien sûr, il est dans son rôle politique, mais je suis pas sûr que ce soit véritablement un rôle religieux. Mais il doit faire quoi? Il doit rien faire? Mais je n'ai absolument pas dit qu'il devait rien faire. Non. C'est juste qu'il y avait quelque chose d'un peu outrancier, notamment lorsqu'il a dit dans une autre déclaration comment les Juifs qui n'étaient pas en Israël devaient se comporter. Je pense pas que ce soit véritablement là-dessus qu'on attend. Merci. Il n'est pas le seul à avoir dit. Bennett a dit. Bien sûr, Lapide l'a dit aussi, mais je suis désolée. Alors, s'il ne dit rien, ça rend pas les paroles plus légitimes. Il abandonne les Juifs. Quelqu'un d'autre qui les dit, ça ne rend pas légitime. Non, mais alors, pardon, Amir, mais s'il abandonne les Juifs, s'il ne dit rien, on va dire, bah tiens, il ne dit rien. Et quand il parle, on dit qu'il y a ingérence. Moi, j'ai entendu des frères journalistes sur la radio dire qu'il y avait ingérence. C'est un chef d'État. Non, mais c'est à moi la parole. C'est un chef d'État. Il doit parler. Écoutez. C'est inacceptable qu'un Premier ministre... Vous avez la parole et vous coupez en plus. Qu'un Premier ministre israélien doit parler à des chefs d'État, à une ingérence totale dans un autre État. Et on n'est même pas en train de parler d'un seul État, on est en train de parler du monde entier pour dire voilà ce qui est bien pour nous, les Juifs, c'est quitter vos pays d'origine et venez ici. C'est qu'en 1972, aux Jeux Olympiques de Munich, j'ai la parole, j'ai écouté ce que vous aviez à dire. Ce qui est inacceptable, c'est qu'en 1972, aux Jeux Olympiques de Munich, il y a 11 athlètes israéliens qui étaient tués. Ce qui est inacceptable, c'est qu'à Ozar, à Torah, Toulouse, il y a eu un attentat et que 5 Juifs soient morts. Mais quel rapport? C'est qu'Ilan Halimi a été assassiné en France. On peut nommer aussi des Juifs aient été assassinés. Ce qui est inacceptable, c'est l'ingérence systématique depuis des années des gouvernements qui, et je reprendrai les propos d'Elliot, pour des considérations qui sont purement politiques, ont fait des choix électoraux qui ont abandonné les Juifs. Merci à tous pour ce premier débat. Si Benyamin Netanyahou n'est pas là pour nous, il n'y aura personne. Top. On passe tout de suite à l'interview du Tac au Tac avec Nicolas Conquer, porte-parole Republicans Overseas France. On va parler du lobby juif
Alain Soral et Dieudonné sont déjà surexcités devant leur télévision. C'est parti. Bonsoir Nicolas Conquer, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, Donald Trump a mis en garde contre la montée de l'antisémitisme au Capitole lors d'une réception organisée hier soir à la Maison-Blanche à l'occasion de Hanouka. Alors, expliquez-nous ces propos du président américain. Qui sont les antisémites au Capitole? Me revoilà. Hein. Merde. Ah, j'ai du mal. Ça... Je suis revenu, pardon. Allez-y. Un instant. Vous avez entendu ma question? Merci de recevoir. Oui, s'il vous plaît, non. Est-ce que vous pouvez la refaire, s'il vous plaît? Alors, hier soir, Donald Trump, il a participé à une cérémonie d'allumage de bougies de Hanouka à la Maison-Blanche et il a mis en garde contre la montée de l'antisémitisme au Capitole. Alors, je vous posais la question, qui sont les antisémites au Capitole? Alors, merci de me recevoir. L'important, c'était que c'était dans le cadre d'une réception pour Hanouka, dans lequel Donald Trump a partagé tout son émoi et toute sa sympathie pour la communauté juive, notamment après le terrible attentat islamiste qui a fouetté la communauté juive de Sydney, en Australie. Et donc, il était auprès de différentes communautés juives en alertant sur le fait qu'il y avait une vraie menace au Congrès avec des franges du Parti démocrate qui sont de plus en plus anti-israéliennes, antisémites, avec ce qu'on appelle les élus de The Squad, Ilhan Omar, et tout ce qui va dans la veine, d'une certaine manière, du courant porté par Zoran Mamdani, ce maire new-yorkais. Donc la vraie menace est désormais, elle est aux États-Unis à gauche, comme elle est en Europe aussi à l'extrême gauche. Donc c'est vraiment vers ça qu'il est en train de pointer du doigt. Ensuite, je veux juste contextualiser par rapport à ça, c'est-à-dire c'est la rhétorique trumpienne et ne... Merde. Allez-y, on vous entend. On vous entend. Pardon. C'était pour ne pas faire perdre de vue que on était dans un moment charnière, un moment clé du mandat de Donald Trump avec l'entrée en campagne pour les élections de mi-mandat qui se jouent en novembre prochain et pour lesquelles il y avait de très grands donateurs, pour ne pas dire la plus grande donatrice du Parti républicain, avec Madame Adelson, qui était donc présente dans la salle et pour bien insister sur une mobilisation notamment en faveur du financement des candidats républicains pour justement éviter à ce qu'on sombre dans davantage d'antisémitisme et d'antisionisme aux États-Unis avec le courant démocrate radical. Nicolas Conquer, je continue de citer Donald Trump. Je serai toujours un ami et un défenseur du peuple juif. Il y a 10, 12 ou 15 ans, tout au plus, le lobby le plus puissant à Washington était le lobby juif, c'était Israël. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Est-ce que vous partagez ce constat ? Moi, je juge aux actes et je considère que Donald Trump a été le président le plus favorable au peuple israélien en tenant les promesses qui avaient été faites de longue date, à savoir le déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem, la reconnaissance du Golan. Et donc, c'est vraiment celui qui tient ses engagements. Sur le poids du lobby israélien, ça vous aura pas échappé que le courant porté par Donald Trump, c'est America First. Alors évidemment, ça ne veut pas dire America Alone et se détacher d'Israël, loin s'en faut. On l'a vu d'ailleurs à travers l'action déterminante durant la guerre de 12 jours, grâce à laquelle l'armée américaine a contribué à mettre fin à cette guerre. Je pense que c'est au contraire juste pour reprioriser et dire les choses telles qu'elles sont. Mais il n'y a pas une volonté de se couper, loin s'en faut, de l'allié israélien. Mais l'aile la plus à droite du mouvement MAGA, aujourd'hui portée par des influenceurs sur les réseaux sociaux, et vous savez très bien de qui je parle, porte une parole tout aussi antisémite, si ce n'est pire que l'aile gauche du Parti démocrate. Ça ne vous inquiète pas, au sein du Parti républicain, de voir des figures qui veulent que le Parti républicain se détache d'Israël et commence à attaquer les Juifs ? Alors c'est intéressant de recontextualiser en disant que c'est des figures au sein de la coalition mais qui ne sont pas des élus. Vous les avez mentionnés sans les citer, vous parlez peut-être de Tucker Carlson ou d'autres. On considère que évidemment c'est des voix du poids même s'ils ne sont pas au Congrès, qui peuvent façonner l'opinion mais qui représentent en rien le courant porté par Donald Trump. Je rappelle hier que Mark Levine disait de Donald Trump que c'était un président juif. Donc c'est effectivement c'est une menace, il faut éviter que ce courant prospère et c'est important de rappeler le rôle de ce lobby juif d'AIPAC qui a pignon sur rue et éventuellement de le circonscrire aussi pour bien montrer que la politique menée
la politique étrangère qui est menée par le secrétaire d'État, elle n'est pas dictée par aucun État étranger. Et je pense que c'est juste de rappeler des évidences et ça ne doit pas être pris pour un ombrage quelconque. Après, vous savez, c'est la fameuse théorie du fer à cheval où les extrêmes de gauche et de droite peuvent se retrouver sur certaines considérations. Je pense qu'évidemment, on fait partie, du moins moi dans mon courant, de pouvoir exprimer ça au plein jour pour mieux combattre ces idées et de se recentrer sur ce qui fait la force et la force de cette coalition de Make America Great Again portée par Donald Trump. Merci beaucoup Nicolas Conquer d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. On vous retrouve quand vous voulez. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne. Est-ce qu'il a vraiment dit le Congrès devient antisémite? Si, ouais. Une réaction rapide? Écoutez, moi je partage tout à fait les propos qui ont été tenus ici. Je ne pense pas non plus qu'il faille s'affoler. Je pense qu'il faut contextualiser un petit peu les propos qui ont été tenus par le président américain et aussi rappeler quant à l'aile des Républicains qui est un petit peu plus virulente, c'est-à-dire Candace Owens et Tucker Carlson, que ce sont des cas isolés qui ne représentent en rien les Républicains et qui ne sont pas des élus. Merci à tous pour cette première partie d'émission. C'est le temps de marquer une courte page de pub sur i24 News. On se retrouve dans quelques minutes. Ne bougez pas, restez avec nous. À tout de suite. Des offres qui vont vous faire retomber amoureux de votre maison. Salle à manger, salon, fauteuil, Shumrat Azorea, tout l'ameublement de la maison en un seul endroit. Israël Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israël Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israël Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israël Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment. Bâtissons l'avenir ensemble. אלבר, רק את הטוב! ועוד הנפקה מוצלחת בחברת ההייטק הישראלית. אולי יצאו יותר טוב משם. גבירותיי ורבותיי, נחתנו זה עתה בנמל התעופה בן גוריון. ברוכים הבאים לישראל. Israël est fort et en pleine croissance. Maintenant, plus que jamais, c'est le moment de faire son alia. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia? Félicitations. Vous avez un téléphone? Parfait. Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulance, unité mobile, dons du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier.
Moyen-Orient, chaque jour qui passe écrit l'histoire. Parce qu'ici, tout va plus vite. Tout s'amplifie. Parce que vous informer, c'est notre ADN. La grande édition, votre rendez-vous quotidien et en direct. Du dimanche au jeudi sur i24 News. Sur le plateau d'i24 News, toujours en compagnie de Rachel Bourlier, Elliot Maman, Alexandre Bensoussan et Amir Badran. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'info. Rachel Bourlier, je commence avec vous avec un article de nos confrères de Libération. Narcotrafic à Marseille, Emmanuel Macron annonce le doublement à 500 € de l'amende visant les consommateurs. Le chef de l'État a également affirmé vouloir renforcer la coopération avec les pays depuis lesquels les têtes de réseau du narcotrafic opèrent vers la France. Rachel, 500 €, est-ce que c'est assez ? Écoutez, moi j'aimerais bien qu'il leur envoie, pourquoi pas, les gendarmes, tout ça comme pour les agriculteurs. Ça serait peut-être plus efficace. Non, mais c'est une plaisanterie. Non, mais c'est une plaisanterie. Mais de qui se moque-t-on ? Alors moi, je suis très, très, très en colère. Vous voyez, alors je mange pas de viande, mais la cause animale est un sujet qui me touche. Quand on voit ce que vivent les agriculteurs, les blindés, tout ce qu'ils ont reçu, on aimerait plutôt que ça soit sur les narcotrafiquants, pas 500 €, mais c'est une blague. Donc non, là j'ai envie de rire, mais ou de pleurer, je sais pas. Non, cet article c'est n'importe quoi. Là, on se dit, je sais pas ce qui lui arrive à notre président, mais il devrait envoyer tout ça. La com, au niveau de la com, ça va pas du tout. Elliot, une réaction ? Cette loi, c'est n'importe quoi. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de toute évidence une incohérence parce que officiellement la consommation de drogue est illégale et pourtant on voit bien que l'on poursuit davantage la vente, tandis que le versant de la consommation est totalement abandonné dans les suites judiciaires qu'il peut y avoir. Donc, est-ce que on devrait continuer ? Est-ce qu'on devrait en effet chercher à renforcer la pénalisation de la consommation de drogue ? C'est une dimension qui est régulièrement abordée dans les débats, là où d'autres estiment au contraire qu'il faudrait au contraire tout légaliser parce que ça aiderait la situation. Quand on voit ce qui s'est passé dans les États américains qui l'ont fait, je ne suis pas sûr que ce soit véritablement la meilleure des solutions. Mais simplement, faut pas négliger une chose, c'est que l'étendue de l'offre crée aussi la demande. Il n'y a pas uniquement une demande qui soudainement apparaît au milieu de nulle part et qui est alimentée ensuite par des narcotrafiquants criminels. Quand vous voyez toute la puissance des narcotrafiquants et toutes les capacités presque de stratégie commerciale qu'ils sont capables de mettre en place, ça veut aussi dire que leur puissance est génératrice d'une partie de la demande. Vous parlez de Louis Sarkozy. Vous parliez de Louis Sarkozy. Je crois que dans sa campagne, dans son projet, il parlait de tout légaliser. Ça fait partie des projets de campagne. Votre information. Le régime iranien a déployé une nouvelle banderole sur la place Palestine à Téhéran, menaçant la ville israélienne de Nahariya, dans le nord du pays. La banderole, qu'on voit s'afficher, sur laquelle on peut lire « Pour la prochaine guerre, Nahariya, prépare-toi », arbore des images du Hezbollah. Selon les médias iraniens, la banderole est intitulée « Une autre défaite vous attend au Liban ». Amir Badran, toujours pas inquiet par la menace iranienne ? Toujours pas. Inquiet par la menace iranienne ? Écoutez, on a été très inquiets par les missiles qui sont arrivés de l'Iran ici en Israël, parce qu'ils ont fait beaucoup de dégâts et il y a eu même des blessés et des morts. Plusieurs morts, bien sûr. Donc, de ce point de vue, oui, on est très inquiet, mais il faut comprendre qu'Israël, depuis l'arrêt de la guerre, ne cesse de menacer les Iraniens. Et à chaque fois, on se réveille sur une nouvelle qui dit au sein de certains ministres de ce gouvernement israélien que voilà, on est en train de se préparer pour attaquer l'Iran. Donc, je ne suis pas surpris de cette soi-disant guerre psychologique que les Iraniens sont en train de faire, mais en même temps, oui, je suis très inquiet pour notre sécurité ici. Alexandre. Moi, je pense qu'en réalité, ce qui a dévoilé la guerre des 12 jours, c'est que l'Iran est en réalité un colosse au pied d'argile. C'est-à-dire que les mollahs ont
pris soin depuis 79, depuis la révolution iranienne, de s'afficher comme une superpuissance, comme une entité qui était le régent de la région, alors qu'en réalité, cette guerre de 12 jours, qui était leur première confrontation contre Israël, a révélé qu'ils étaient extrêmement faibles. Le monde l'a vu, et les seuls qui ne l'ont pas vu, c'est leur propre population. Moi, je pense qu'en réalité, cette banderole, elle vient justement tout simplement essayer de relancer à l'intérieur même du pays leur sentiment de puissance et d'essayer de faire perdurer le fait que les Iraniens se sentent puissants et renvoient ce message qu'ils sont supérieurs aux Israéliens, auquel plus personne n'y croit. Elliot Maman, votre article, un article de nos confrères d'Euronews. Le MI6 met en garde contre la menace du chaos que la Russie fait peser sur le monde. La nouvelle chef du service de renseignement extérieur britannique a mis en garde contre la détermination de Vladimir Poutine à exporter le chaos dans le monde. Ce discours est le dernier d'une série d'avertissements lancés par les autorités occidentales en matière de défense et de sécurité au sujet de la menace hybride croissante émanant d'États tels que la Russie, l'Iran et la Chine. Elliot, on vous écoute. Oui, vous avez raison, parce que d'ailleurs, quand on voit la situation tellement explosive au Moyen-Orient, on a parfois l'impression que tant que des armes ne sont pas directement échangées, en réalité, on est plutôt dans une certaine sécurité, et que donc les menaces que pourraient représenter des États qui ne nous envoient pas directement des armes ou des chars devraient être mises au second plan par rapport aux menaces d'autres types d'opérations qui peuvent être conduites, qu'elles soient terroristes, qu'elles soient militaires. Mais en réalité, en effet, c'est extrêmement important de ne pas négliger également la guerre hybride que peut mener contre nous la Russie, et qui d'ailleurs est une guerre hybride qui s'immisce dans un certain nombre de débats, et c'est là toute l'habilité évidemment des puissances qui veulent déstabiliser les démocraties occidentales. Ils parviennent à créer des polémiques de fait fausses dans un climat et dans des polémiques préexistantes qui, elles, sont bien concrètes. C'est par exemple le cas des mains rouges, vous savez, qui avaient été peintes dans un cimetière juif par, avait-on appris ensuite, des agents d'ingérence russes. Alors évidemment, tout de suite, ça avait donné un argument extrêmement néfaste à toute une partie du spectre politique qui vise à minimiser la réalité de l'antisémitisme en France, puisque, en l'occurrence, soudainement, quand on a un acte antisémite, mais un acte antisémite très visible qui est commis par les Russes, ça permet de dire « Ah mais non, regardez, en réalité l'antisémitisme, rien du tout, ce sont les Russes qui les font ». Et donc c'est pour ça qu'en effet, le caractère néfaste de la menace hybride que font peser sur les démocraties occidentales un certain nombre de pays, dont la Russie, ne doit jamais être mise au second plan. Et pourtant, on entend parfois des acteurs, notamment à droite, défenseurs d'Israël, nous expliquer « Oui, non, mais vous savez, faut vraiment se préoccuper, faut plutôt négliger ce pan-là, parce que de toute façon, il n'y a pas directement de personnes qui viennent nous tuer dans nos rues, donc c'est pas important. » Non, parce qu'ils défendent aussi ceux qui viennent nous tuer dans nos rues. Donc en effet, c'est extrêmement important de prendre en compte cette menace hybride. Merci beaucoup, Elliot. On conclut le tour de l'info avec vous, Alexandre Bensoussan. On retourne en France. Un article de nos confrères du JDD. Vandalisme, profanation, vol. La France, pays européen le plus touché par les actes anti-chrétiens. Un rapport du Centre européen pour le droit et la justice conclut que les actes visant les chrétiens grimpent sur le vieux continent, et plus particulièrement dans l'Hexagone. En 2024, 770 actes ont été recensés en France par les forces de l'ordre. Alexandre, on vous écoute. Est-ce que c'est une donnée qui nous surprend aujourd'hui en 2025 ? Est-ce qu'avec la montée des actes antisémites, la montée des actes antichrétiens, est-ce qu'avec la montée des extrêmes, la montée d'une forme absolument indéniable d'islamisme extrémiste, et ce à quoi on assiste depuis déjà des années, donc on ne va pas quand même en reparler et citer, en fait, établir toute cette liste qui est longue, c'est-à-dire le père Hamel, c'est-à-dire l'atteinte aux valeurs républicaines, la décapitation de Samuel Paty, c'est-à-dire la tentative d'attentat devant Notre-Dame, et je ne parle pas bien évidemment de l'incendie de Notre-Dame, quant auquel on n'a pas de conclusion formelle. Mais est-ce que tout ça nous étonne ? Est-ce qu'on peut continuer en fait à faire semblant d'évoquer ces chiffres tout simplement comme si on n'en connaissait pas les causes ? Moi, je pense une fois de plus qu'avant de regarder, et je reprends un petit peu, je rebondis sur le sujet que vous évoquiez il y a quelques minutes avec Elliot, mais avant de regarder l'ingérence et l'influence de grandes puissances mondiales sur la France, il faut quand même savoir se pencher sur nos problèmes internes et reconnaître et savoir mettre des mots sur les mots,
et savoir analyser les problèmes internes qui se passent en France et qui décapitent la France de ses valeurs. Merci beaucoup à tous pour ce tour de l'info. On passe tout de suite au deuxième débat de cette émission. Donald Trump a annoncé hier étendre les interdictions d'entrée aux États-Unis aux ressortissants de 7 autres pays, dont la Syrie, ainsi que les Palestiniens. Cette décision a inspiré cette question à l'équipe de Ça se débat. Donald Trump a-t-il raison d'imposer des restrictions d'entrée aux Palestiniens? Alexandre Bensoussan a répondu oui et Amir Badran a répondu non. Ça se débat, épisode 27, face à face, numéro 2. Vous êtes prêts? C'est parti. Toujours. Alexandre, vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Amir, vous connaissez le principe, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt? N'oubliez pas, 1 minute et après, les téléspectateurs pourront voter sur le compte Instagram d'i24 News en français et les résultats seront communiqués demain en début d'émission. Alexandre, c'est à vous. Nour Atala, tuez-leurs jeunes, tuez-leurs vieux, n'ayez pitié d'eux, tuez-les partout. Fadi Anona, tuez-les comme Hitler l'a fait. Youssef El Khadra, louange à Dieu, gloire à celui qui a pris la décision, gloire à celui qui l'a exécuté avec zèle. Ce sont des propos tous tenus le 7 octobre, et j'en passe, et j'en passe. Toutes ces citations sont des citations de réfugiés palestiniens qui ont été accueillis en Europe et qui ont été par la suite expulsés par le Quai d'Orsay et accueillis de manière absolument négligente et qui sont à l'image d'une majorité palestinienne, que ce soit une majorité palestinienne qui soit à Gaza ou qui soit dans les territoires. Alors bien évidemment, j'ai pas envie de simplement tomber dans la condamnation globale de la pensée palestinienne, mais j'ai envie plutôt de me pencher sur les causes. Et lorsqu'on se penche sur la population de Gaza, est-ce que ça surprend véritablement quelqu'un que cette population qui a grandi biberonnée à la sauce frériste, ou que cette population qui vient des territoires qui a grandi biberonnée à la sauce de l'autorité palestinienne, soit une population qui soit virulemment antisémite? Eh bien c'est pour ça que Donald Trump les refuse. Merci beaucoup Amir, c'est à vous. Alors voilà, il s'agit d'une politique restrictive qui a vraiment l'odeur et la couleur d'une démagogie et d'un chantage futur. En fait, est-ce vraiment une restriction pour la sécurité nationale des États-Unis? Eh bien, la réponse est non. Est-ce vraiment une restriction pour contrôler l'immigration qui va rentrer dans les États-Unis? La réponse est oui. Est-ce que la restriction, le fait que Donald Trump, c'est le président des États-Unis, ne nous fait pas oublier que c'est comme un bon homme d'affaires, il est toujours là en train de préparer son nouveau pas en avant et il est en train de négocier son give and take futur sur lequel il pourra faire un chantage sur les Palestiniens concernant son plan de paix ici sur place. Donc voilà, la restriction, c'est vrai, n'est pas uniquement contre les Palestiniens, mais c'est très très grave. Elliot Maman, vous votez Amir Badran ou Alexandre Bensoussan? Un peu entre les deux, vous savez, il y a quelque chose qui est assez amusant si vous lisez le décret en intégralité, c'est que le décret ne mentionne pas directement, et donc il mentionne plusieurs États. Puis il ne mentionne pas directement la Palestine parce que les États-Unis, de fait, ne reconnaissent pas l'État palestinien. Donc il mentionne toute personne disposant d'un document qui a été délivré par l'autorité palestinienne. Non, simplement, je pense qu'il ne faut pas négliger, en effet, la difficulté qu'ont parfois eu un certain nombre de services de renseignement occidentaux à véritablement interpréter et comprendre la menace que pouvaient représenter des individus que pourtant ils avaient validé, qu'ils avaient plus ou moins approuvé. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que Donald Trump essaye véritablement de combattre au-delà de cette nouvelle interdiction de pays spécifiques à l'immigration aux États-Unis. Il a changé les règles d'octroi du visa il y a 2-3 semaines, par exemple, pour demander un visa aux États-Unis désormais, ou même un simple laissez-passer pour les touristes de moins de 90 jours. Il faut fournir l'intégralité de ces réseaux sociaux avec un accès public aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que l'intégralité des publications que l'on a pu commettre en ligne sur les 5 dernières années, selon le décret qui a été publié, doivent pouvoir être analysées directement par les agents de l'immigration américaine. Et ça, c'est intéressant parce que ça fait très directement référence à quelque chose que mentionnait Alexandre Bensoussan. C'est par exemple le cas de Nour Atala en France, où l'on avait découvert qu'il y avait des publications antisémites absolument effroyables qui étaient prononcées sur son compte Twitter, mais
mais que les autorités françaises n'avaient pas passé en revue l'intégralité des réseaux sociaux de la personne. Donc c'est pour ça que c'est quand même intéressant de voir dans le contexte dans lequel ça s'inscrit. Rachel Bourlier, les nouveaux pays concernés par cette mesure sont le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Soudan du Sud et la Syrie. 2 autres pays, le Laos et la Sierra Leone, se voient passer de restrictions partielles à totales. Les Palestiniens disposant de documents de voyage émis par l'autorité palestinienne sont également visés. Est-ce que vous validez, vous, cette politique américaine ? Oui, alors être vigilant, ce n'est pas être intolérant, c'est du bon sens, c'est de la prudence. En Cisjordanie et à Gaza, il y a des groupes terroristes même reconnus par l'ONU. Donc je suis désolée, prendre des mesures de sécurité pour éviter ce que nous avons connu, ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire des attentats. Eh bien, pourquoi s'offusquer et tout de suite dire oui, il y a de la discrimination, comme peut le dire Amir Badran. Non, moi je rejoins bien évidemment la position d'Alexandre Bensoussan, parce que pourquoi ne pas dans ces cas-là s'interroger et dire pourquoi les autres pays non et pourquoi les Palestiniens? C'est ça la question, pourquoi les Palestiniens? Mais Rachel, voilà. Pourquoi les Palestiniens alors? Et pourquoi Eh bien, alors tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas comptabiliser et voir et savoir qui peut, qui ne peut pas, puisque on ne peut pas vérifier et c'est très compliqué. Donc, ils préfèrent dire peut-être pas. Donc, je pense qu'en effet, il vaut mieux être prudent. Et d'ailleurs, il y a une sorte d'hypocrisie parce que je crois qu'il avait déjà dit non il y a 2-3 ans et que là, il l'a officialisé. Je pense qu'en fait, les visas n'étaient pas autorisé. D'abord, il n'y a pas de passeport, il n'y a pas de déclaration d'État. Donc, en fait, il ne pouvait pas rentrer. Mais là, il a officiellement dit non. Donc, et comme il est très cash et qu'il a préféré le dire et l'assumer, donc là, il l'a assumé officiellement. Amir, est-ce que vous diriez... Contrairement à d'autres qui préfèrent ne pas le dire. Je pousse le curseur. Est-ce que c'est une décision raciste? Parce que c'est principalement des pays musulmans qui sont visés. Arabes ou musulmans, oui. Écoutez, ça pourrait l'être, mais je ne pense pas que ça soit le principal terme. Moi, je pense que c'est plutôt un chantage futur pour un moyen de pression politique sur des États. C'est-à-dire qu'au cas où les États-Unis veulent pratiquer une certaine politique envers certains États, ça serait toujours... Donc, ça serait quoi le chantage? Un chantage. Pour nous, alors vous faites quoi le chantage? Alors, vous faites ce que je veux, et vous après, faites ce que je vous dis, mais moi, je vous ressorte les restrictions. Et ça serait quoi? Qu'est-ce qu'il demanderait? Il demanderait tout ce qu'il veut. Pour les Palestiniens, il va demander, comme il a commencé à demander une Riviera à Gaza, il a demandé des tas de choses en Cisjordanie, dans les territoires occupés palestiniens. Il va demander beaucoup de choses envers l'autorité palestinienne. Il y a un tas de choses dans la politique extérieure qui peut être demandée. Mais il mange dans la main du Qatar. J'ai une question pour vous. C'est vrai que Donald Trump, il nous pousse à serrer la main à la Syrie, mais il refuse les ressortissants syriens. Il nous pousse à essayer de faire la paix avec les Palestiniens, mais il refuse les ressortissants de l'autorité palestinienne. C'est pas un peu une situation un peu contradictoire? Il nous pousse à faire la paix avec des gens que lui ne veut même pas sur son sol. Le seul point sur lequel je serais d'accord avec Amir, c'est que Donald Trump est un fin stratège. C'est bien, c'est la fin de l'émission, on va serrer la main. C'est un début, encore faut-il qu'il y ait une once de continuation, mais... on est tous d'accord sur le fait de dire que Donald Trump est un fin stratège. Maintenant, le fait de venir intellectualiser par là chacune de ses décisions et de voir dans le refus des Palestiniens qui, comme je l'ai dit précédemment, comprennent un échantillon de population de Gaza qui a été élevé donc depuis 2006 à la sauce du Hamas, c'est-à-dire une sauce frériste, qui est profondément antisémite. Donc un antisémitisme qui est profondément enraciné dans cette population, qui fait partie, j'ai été pour plus de 100 jours dans Gaza, je l'ai vu dans les manuels, que ce soit les manuels des écoles de l'UNRWA ou les manuels des écoles qui ont été construits par les Qataris, on voit des manuels avec des figures, des dessins qui sont des dessins qui sont semblables à ceux des nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Ou alors qu'on prenne des échantillons de population des territoires. Un de ces bouquins là que vous êtes en train de citer. Dans 2 semaines,
quand on revient sur ce plateau, je vous amène un livre. Parfait. Et ce que je vous demande aussi, c'est de montrer. Je vous amène une page. C'est très bien, c'est très bien. Et je voudrais que vous regardez un peu de l'autre côté. Parce que j'en ai prélevé une. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Mais regardez, mais soyez assez honnête pour montrer un peu ce qu'en France s'est passé dans l'éducation. Soyons galants. Soyons galants. Soyez témoins, Raphaël, oui. Dans 2 semaines, on en reparle. Non, mais pas uniquement ça. Et dans 2 semaines, soyez plus sages. Soyez plus sages. Rachel Bourlier. Vous n'écoutez pas ce genre. Rachel Bourlier, c'est à vous pour conclure l'émission. Allez-y. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous venez de dire. C'est en effet, c'est que Donald Trump refuse l'entrée de Syriens, de Palestiniens, mais on impose, l'Europe, les États-Unis imposent à Israël d'avoir comme voisins les Palestiniens. Et on a vu ce qui s'est passé. On a vu en France à Sciences Po, notamment une étudiante palestinienne, comme l'a signalé d'ailleurs Elliot, tenir des propos. On a vu des pseudo-journalistes palestiniens la même chose. Et ce qui est terrible, c'est parce que bien évidemment qu'il y a des Palestiniens qui veulent la paix, mais cela passera sur peut-être d'autres générations. Et ce qui est malheureusement, ça passera par l'éducation. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Donc l'avenir est sombre pour l'instant, mais ça changera. Et cela passera par... Les Émiratis ont changé les manuels scolaires. Il faudra reprendre les choses de manière par l'école, par les valeurs. Et je suis sûre qu'Amir Badran me rejoindra là-dessus. Ça passera par des valeurs positives, éducatives. Mais le chemin est encore long. Et c'est terrible parce qu'il faut qu'il... On en reparlera dans 2 semaines, mais ça serait bien que certains balaient devant leur porte. Merci. Et quand je ne le rejoins pas, Amir Badran, quand il parle de Donald Trump, il mange dans les mains du Qatar. Donc je ne crois pas qu'il mettra la pression sur les Palestiniens. Une surprise attend nos invités en fin d'émission. Mais avant, c'est le pic de l'émission. La carte blanche de Julien Assal. Le pic sans aucune référence à Cyrano de Bergerac. Ou peut-être une petite. Raphaël, salut tout le monde. Allez, on commence. Selon le Jerusalem Post, le projet de force internationale à Gaza avance très lentement. Plusieurs pays se sont retrouvés au Qatar pour en discuter. Et là, la Turquie a découvert qu'elle n'était pas sur la liste des invités. Et oui, pendant que tout le monde était autour de la table, la Turquie, elle, dehors, elle cherchait encore l'adresse de la réunion sur Google Maps. Voilà. Erdogan, le président turc, a checké plusieurs fois la liste, mais non, rien. Même pas sur les listes d'attente. Tout le monde pensait qu'il était en retard. Non, juste pas invité. Et bon, que Erdogan n'est pas là, bah ça se voit. Pas de long discours et surtout une réunion internationale qui dure 3 fois moins longtemps. Mais c'est pas très sympa quand même. Voilà, ne pas inviter quelqu'un qui fait autant d'efforts pour la paix, c'est fort de café. Turc. Résultat, Erdogan sur le bas-côté, clignotant allumé, sans GPS et sans badge. Du coup, on a un président qu'on met de côté et d'un autre côté, un ancien qui cartonne. Et oui, un truc de fou. Le livre « Journal d'un prisonnier » de Nicolas Sarkozy, près de 100 000 exemplaires vendus en une semaine. Et apparemment, dans le livre, il donne même son astuce pour bouger ses épaules. Voilà, et niveau timing, c'est le top. À quelques jours de Noël, c'est le cadeau parfait pour ceux qui aiment les objets collector. Comme toi, Raphaël. Allez, à demain. J'aime beaucoup les objets collector, mais j'aime surtout les beignets de Hanouka. Regardez, les beaux beignets de Hanouka pour nos invités. Et à Paris, ils en ont aussi. Alors, on va remercier chaleureusement à Paris la tiramisserie qui nous a offert ces gentils beignets pour Elliot Maman et pour Rachel Bourlier. Vous préférez lequel, Alexandre? Moi, c'est Ribat Halav. Ribat Halav. Ah ouais, tenez. Il n'y a pas de débat. Ribat Halav. Et pour vous, c'est la classique aux fraises. Il y a confiture, chocolat, Ribat Halav. Ça, c'est beau. La confiture aux fraises. Et moi, je vais faire comme Alexandre Bensoussan. Je vais prendre Ribat Halav. Évidemment. C'est évidemment les meilleurs. Un petit mot, c'est la fête de Hanouka. Alors ici, on remercie Raphaël, déjà dans le premier temps. Qui a acheté. Voilà. Merci. Et on va remercier Merkaz à Mafia. C'est une petite boulangerie en bas de chez moi à Batiam. C'est pas la mafia, c'est à Mafia. C'est la mafia, c'est autre chose. C'est la mafia à Batiam, exactement. Voilà. Et vous, alors, à Paris, vous remerciez la crème de la crème. Exactement. Alors, est-ce qu'ils sont bons, Rachel? Eh ben, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, allez-y. Elliot, est-ce qu'ils sont bons? On peut goûter. Allons-y. Croquer dedans, là. Super bon. C'est la tradition. Ils sont très bons, mais
Je ne sais pas si c'est le plus beau des cadeaux de nous imposer de manger quelque chose à l'antenne. Puis merci pour mes hanches, mais bon, c'est pas grave. Qui ne sont pas nécessairement le moment les plus télégéniques qui soient, mais en tout cas, ils sont très bons. Je vois que tous les cadeaux sont intéressés. Il y a une contrepartie. Alexandre, alors moi qui étais en détox, c'est raté. Alors voilà, écoutez, c'est comme ça. Mais comme on dit, on ne grossit pas pendant Hanouka, n'est-ce pas? J'ai pas l'habitude de me parler la bouche pleine de Raphaël. Amir? C'est très bon. J'espère qu'on aura des meilleurs jours, que ce soit Hanouka qui va nous amener un peu de la lumière. Ici à Jaffa, on en a beaucoup besoin. À Yafo, il y a le beau sapin illuminé, la Hanoukia. Et à Sydney, tout le monde fait la fête. Tout le monde fait la fête ensemble et on partage les fêtes de fin d'année tous ensemble. Oui, c'est vrai. Comme sur ce plateau. Et comme je dis que la situation est triste et c'est ça ce qui est important. C'est pas uniquement de signaler les jours de fête, mais aussi de les vivre. Et moi, je voudrais qu'on vit une vie de fête. Et je pense qu'il est aussi important de souhaiter ces jours de lumière à Sydney et à la communauté juive dans le monde entier. Puisqu'on est tous unis. On parlait de Benjamin Netanyahu qui a passé des appels au nom du peuple juif dans le monde entier. Je pense qu'on est tous unis et tout le peuple juif est uni derrière la communauté juive de Sydney. Rachel, un petit mot rapide. Moi, j'espère venir en plateau à Yafo avec vous très bientôt et je vous amènerai des gâteaux. Je vous en ferai, moi, directement. Elliot, mot de la fin pour vous. Écoutez, on parlait de l'antisémitisme aux États-Unis dans une partie des sphères politiques américaines. Il y a juste quelque chose de très beau sur la culture de la tolérance américaine. C'était un pays qui a été dévoré par l'antisémitisme WASP, notamment jusqu'au milieu du XXe siècle. Et désormais, l'antisémitisme est tellement relégué aux États-Unis que près de 15% des Américains célèbrent Hanouka alors qu'ils ne sont pas juifs. Et ça, c'est beau. Et voilà, c'est un message de paix dans cette fin d'émission. Restez avec nous sur i24 News.